Salut à tous, c'est Yolix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après à peu près 3 mois d'absence. Et oui, désolé, j'ai eu plusieurs problèmes qui m'ont empêché de sortir des vidéos pendant cette période, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même réfléchi à plusieurs concepts que je pourrais faire sur ma chaîne, toujours en rapport avec Hunter x Hunter. Mais bon, pour l'instant, restons sur des bases de ma chaîne, avec le type de vidéo que vous avez l'air d'aimer le plus et que moi aussi j'adore, donc c'est parfait, les présentations de théories. J'ai donc préparé pour cette vidéo 3 théories qui sont incroyables selon moi, et même si c'est de plus en plus dur d'en trouver des vraiment bien, ce qui est normal puisque plus je fais de vidéos sur les théories, moins il y en a, je suis quand même plutôt fier d'avoir trouvé celle-là. Et juste avant de commencer la première théorie, j'aimerais vous parler de la suite du manga et des informations qu'on a eues dessus pour l'instant. Donc si vous pensez tout savoir dessus, vous pouvez directement aller sur la première théorie dans le chapitrage, mais je pense qu'il est quand même nécessaire de faire ce rappel. Même si malheureusement nous n'avons pas eu énormément d'informations par rapport à cela, à part que Hunter x Hunter n'est plus listé comme une œuvre sérialisée du Weekly Shonen Jump sur le site officiel du magazine. Donc il est possible qu'il y ait un changement de magazine, mais selon moi ce qui reste le plus plausible, c'est que comme Chainsaw Man actuellement, Hunter x Hunter pourrait être uniquement publié sur le magazine en ligne du Shonen Jump, et donc pour nous en France sur l'application Manga Plus. Mais bref, à part cela, on a aussi eu un nouveau tweet de l'auteur Yoshihiro Togashi qui a affirmé le 9 mars 2023 qu'il avait terminé le chapitre 401 et qu'il était d'ailleurs content que son temps de travail au bureau augmente petit à petit. D'ailleurs, on peut voir sur l'image du tweet qu'il y a une règle qui s'arrête à 30 cm sur la photo et certains fans ont théorisé que c'était sûrement un indice pour un passage de 20 à 30 pages par chapitre. Personnellement, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou non, mais si c'est vraiment le cas, c'est un indice intéressant de la part de Togashi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'actualité sur le manga. Nous pouvons donc directement commencer avec la première théorie. La première théorie, qui je pourrais même le dire est une fusion de deux théories différentes, stipule dans un premier temps que le personnage de Ikshonpei Katsuger, qui est un Hunter hacker introduit dans l'arc des élections du 13e président Hunter, serait l'un des créateurs de Grid Island, personnifiant donc la lettre I. Car oui, je le rappelle, chaque lettre de Grid Island représente l'un de ses créateurs. Laissez-moi vous dire pourquoi je pense que cette théorie est à 100% vraie. Dans un premier temps, lors de son apparition, Ikshonpei passe un message à Jin, ce qui prouve qu'ils se connaissent déjà. Ensuite, l'argument qui est le plus clair de tous est qu'il y a une boutique qui ressemble exactement au masque de Ikshonpei à Masadora dans Grid Island. Donc pourquoi Togashi aurait fait cette référence si ce n'est pour prouver qu'Ikshonpei est un créateur du jeu. Pour continuer, Jin est un Hunter 2 étoiles et Ikshonpei est un Hunter 1 étoile. Et je rappelle que pour obtenir une étoile, il faut produire quelque chose de remarquable. Selon moi, Ikshonpei et Jin sont les principaux créateurs de Grid Island, ce qui leur a valu leur première étoile. Pourquoi eux deux principalement? Eh bien c'est très simple, Jin personnifie la première lettre du premier mot de Grid Island, le G, et Ikshonpei pourrait personnifier la première lettre du deuxième mot de Grid Island, le I. Ce sont donc les lettres principales du nom, étant donné que l'on peut même le simplifier avec les initiales G, I. Ensuite, tout simplement, Ikshonpei est un Hunter hacker, il possède donc indéniablement les capacités de développer un jeu de l'ampleur de Grid Island. Et pour finir en beauté, Ikshonpei est arrivé à la 6ème place lors de l'élection du 13e président et il possède aussi un 6 sur son t-shirt. Et coïncidence ou non, si on compte bien, le I de Grid Island est bel et bien la 6ème lettre du terme. Et voilà, j'espère vous avoir convaincu. Grid Island serait donc un jeu créé par une collaboration de 11 utilisateurs puissants de Nen, dont les principaux développeurs sont Jin pour le G et Ikshonpei pour le I. Nous pouvons donc maintenant passer aux arguments qui prouvent que Ikshonpei pourrait être Pekotero, Hunter de l'équipe d'expédition de Beyond Netero vers le continent caché. Et pour cela, il faut retourner à l'inspiration de Ikshonpei, qui est le personnage de Summer Wars nommé Last Monster. Alors, je n'ai pas vu Summer Wars, mais je sais que Last Monster est un hacker et qu'il ressemble à ça. Donc je vous le mets à côté d'Ikshonpei pour vous montrer la ressemblance flagrante, que ce soit au niveau des oreilles ou encore de la bouche en dents de scie. Et je ne vous dis pas ça pour rien puisque Last Monster sans son masque ressemble à ça. Donc on peut voir qu'il y a aussi une grande ressemblance entre Last Monster sans son masque et Pekotero qui est donc selon moi Ikshonpei sans son masque, que ce soit cette fois au niveau des yeux ou du nez. Ensuite on peut tout simplement observer les lettres PE sur le masque d'Ikshonpei qui ferait donc référence à son vrai nom, Pekotero. Il serait même possible que le pseudo d'Ikshonpei ait été trouvé par Jin pour que cela puisse rentrer dans Grid Island, car oui je vous rappelle que Jin a été capable de changer le nom de Duon qui s'appelle WDWUN en Duon qui s'appelle DWUN juste pour qu'il personnifie le D de Grid Island, donc c'est totalement possible. Pour continuer sur les arguments on peut voir que les deux sont petits de taille
pareil, même si j'ai l'impression que Ixonpei est quand même un petit peu plus grand que Pekotero, et de plus ils aiment les jeux vidéo, car dans un premier temps, Pekotero a demandé à Jin de jouer à Mario Kart avec lui, et Ixonpei, lui a demandé de faire un échange dans un jeu. Si la théorie s'avère vraie, ça expliquerait déjà beaucoup de choses. Dans un premier temps, ça expliquerait pourquoi Pekotero a accepté la place de numéro 2 et l'argent de Jin, sans aucune hésitation, alors que d'autres ont refusé. Ça serait donc tout simplement parce qu'ils se connaissent et que Pekotero a confiance en Jin, et cela expliquerait peut-être aussi la phrase de Ixonpei à Jin, qui lui disait de ne pas se défiler comme ça et de venir vite, ce qui pourrait être une allusion à l'expédition au continent caché que Jin rejoint par la suite. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de rapport entre cette théorie et la deuxième partie du message de Ixonpei où il demande si quelqu'un pouvait lui échanger la lance blanche de la gloire contre le drapeau d'or sacré, et donc même en regardant les traductions anglaises et japonaises, je n'ai rien trouvé de plausible. Donc si vous par contre vous avez une théorie par rapport à cette phrase, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Mais bref, ça ferait donc un allié de taille et de confiance à Jin pour le continent caché, et dans ce cas il ne manquerait donc plus que les lettres S, A, N et D pour connaître tous les créateurs de Grid Island. Nous pouvons donc directement passer à la deuxième théorie qui est, comme vous allez le voir, un petit peu corrélée à celle-ci. Comme vous avez pu le voir dans cette deuxième théorie, je vais parler de Grid Island, des réels buts de sa conception et d'un possible retour de ce système dans l'œuvre. Je vais donc vous expliquer pourquoi je pense que Grid Island a en réalité été créé pour l'expédition au continent caché et ce que ça pourrait impliquer pour la suite. Donc comme vous pouvez le voir, cette théorie et la première se marient bien ensemble, puisque ça expliquerait l'intérêt commun entre Jin et Ixonpei aka Pekotero de la création de Grid Island qui serait une préparation au continent caché. Donc je vais d'abord vous expliquer pourquoi je pense que Grid Island a été créé pour le continent caché. Nous pouvons directement commencer avec la complexité ultime de survie sur les terres du continent caché. C'est littéralement abusé comme on peut le voir par les pourcentages de survie des personnes qui y sont allées, qui est uniquement de 0,04%. Et encore, même après leur retour, plusieurs hunters ont eu des séquelles irréversibles. Et donc maintenant je vous pose la question, de combien ce pourcentage augmenterait si par exemple ceux qui vont au continent caché ont le droit d'utiliser des cartes de Grid Island? Laissez-moi vous expliquer. Il y a énormément de cartes du jeu qui pourraient être très utiles sur les terres du continent caché. Comme par exemple le fameux souffle de l'ange qui peut tout guérir. Que ce soit des blessures mortelles, des maladies incurables, rien ne lui échappe. Donc si quelqu'un d'important se fait blesser gravement ou encore attrape une maladie comme Zobae ou l'instinct meurtrier que Elubel propage, il suffirait d'utiliser cette carte et la personne serait remise sur place en santé parfaite. Il y a aussi Trace par exemple qui permet de connaître en permanence l'emplacement de certains joueurs. Et plein d'autres cartes sorts qui permettent par exemple de se déplacer, comme Retour qui permet de retourner vers un emplacement désigné, Force magnétique qui permet de se transporter vers un lieu où se trouve une autre personne, et plein d'autres sorts que je ne cite pas comme Accompagnement par exemple. Mais je n'ai pourtant pas fini car il y a aussi des cartes d'emplacement fixe qui pourraient être vraiment ultra utiles dans le cadre du continent caché. Je parle par exemple de la salle de recyclage qui peut réparer n'importe quel objet cassé si on l'y met pendant 24 heures dans cette salle. Personnellement je pense à des reliques anciennes du continent caché. Ensuite il y a la télé probable qui peut proposer entre 1 et 30 heures de documentaire sur un sujet choisi. Je pense par exemple à des calamités ou des menaces du continent caché. Mais bref, je ne vais pas non plus m'attarder sur ça car il y a énormément de cartes de Grid Island qui seraient utiles dans le continent caché. Si vous voulez, vous pouvez en rajouter d'autres dans les commentaires. Parlons maintenant des similarités entre le continent caché et Grid Island. Car oui, puisque selon moi Grid Island a été créé pour s'entraîner au continent caché, il est normal que le jeu ait été fait à son image. Donc énormément de choses se ressemblent entre les deux lieux, comme par exemple l'accession quasi impossible à partir de la terre ferme, les créatures gigantesques et spécialement celle-là puisqu'il a été stipulé qu'elle était capable de manger une vache. Et comme par hasard, sur cette page du continent caché, j'ai remarqué qu'il y avait comme des troupeaux de vaches, ce qui m'a permis d'estimer la taille de cette bestiole par rapport à celle du continent caché. Et j'en ai conclu qu'il était à peu près plus grand que ces éléphants. Donc oui, ça paraît petit à l'échelle du Dark Continent, mais ça reste quand même énorme. Ensuite, il y a un arbre dans le jeu qui aurait aussi pu être inspiré de l'arbre monde. Et puis bien évidemment, il y a des cartes qui ont l'air cette fois inspirées des ressources qu'on peut retrouver sur le continent caché, comme par exemple le souffle de l'ange qui peut tout soigner, que ce soit des blessures ou des maladies. Cela me fait directement penser à la plante médicinale qui guérit tout sur le continent caché. Ensuite, maintenant je vais un peu loin, mais il y a peut-être une petite personnification des calamités connues du continent caché qui pourrait être comparée aux épreuves dures de Grid Island, comme par exemple celle de Razor. Et les joueurs dangereux pourraient être considérés comme les
les calamités imprévues comme par exemple le Gentrou. Ensuite, un autre argument qui est un peu plus petit, c'est que personnellement je ne vois pas Jin faire Grid Island uniquement dans le but d'entraîner son fils. Je pense que ça avait juste un tout petit rôle dans la conception du jeu, mais que ce n'était pas du tout primordial, contrairement à ce que certaines personnes pensent. On voit d'ailleurs sur une page qui illustre les pensées de Gon que tout ce jeu qui avait été fait par son père était dans le but de devenir plus fort. Mais j'appuie sur le fait qu'il ne stipule pas que c'était dans le but que lui, Gon, devient plus fort, mais tout simplement dans le but de s'améliorer globalement, pour par exemple une expédition au continent caché. J'ai aussi pensé à une manière d'utiliser Grid Island comme une capacité de Nen, détenue uniquement par les Game Masters du jeu et qui s'ajoute à leurs atouts respectifs. Donc cette fois c'est juste des spéculations de ma part, il n'y a aucune preuve à cela, mais ça serait super qu'ils aient une capacité commune qui leur permettrait de transformer toutes les bêtes et entités non humaines qu'ils arrivent à battre dans la réalité en cartes réutilisables. Donc dans cela je comprends les calamités. Cela marcherait exactement comme dans le jeu, une fois l'entité battue elle se transforme en carte qui peut ensuite être réutilisée en disant le mot gain, mais qui ne pourra dans ce cas-là ne plus jamais être retransformable en carte. Cette capacité pourrait être extrêmement utile dans le cas du continent caché, en plus de ne pas être trop fort, car il faut quand même réussir à battre la créature pour la transformer en carte. Par ailleurs, cela pourrait aussi marcher pour les objets, comme par exemple les trésors que l'on retrouve sur les lieux. Donc en disant ça, je pense à la pierre inépuisable, à la plante médicinale qui guérit tout, au riz nourrissant d'extrême longue vie, à l'eau primaire et à Métallion. Ça serait donc une capacité de laine super, et en plus de cela, les Game Masters pourraient avoir 3 cartes du jeu dans la réalité, puisqu'en étant les créateurs de Grid Island, ils ont dû être obligés de le tester et donc de le réussir. Ça serait donc un bon moyen d'un peu faciliter les expéditions au continent caché tout en respectant bien l'un des thèmes principaux de l'œuvre, qui est celui de la malice et du potentiel d'évolution de l'humanité. Merci Netero, on ne t'oubliera pas. Car oui, quoi de plus dangereux que des calamités? C'est très simple, des humains ayant le pouvoir de les utiliser. Mais bref, pour terminer cette théorie en beauté, j'aimerais vous dire que ça pourrait être un moyen de réintroduire Gon dans le manga, car oui, en plus d'être le fils du créateur et actuel vainqueur du jeu, il est très familier à ses spécificités. Par conséquent, si les cartes étaient utilisables sur le continent caché, Gon ou même Killua pourraient très probablement faire partie des expéditions. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur cette théorie, nous pouvons donc passer à la troisième qui aborde le naine de Pariston. Après la théorie que j'avais fait sur le naine de Jin lors d'une précédente vidéo, il est temps de s'attaquer à celui de son rival Pariston. Et même si cette fois il y a moins de preuves, ce qui va pas me permettre d'en faire une capacité aussi complète que celle de Jin, il est quand même possible de théoriser dessus. Je vais donc vous expliquer pourquoi selon moi le naine de Pariston est de la manipulation de marionnettes robotiques. Et pour cela on va commencer par établir une relation entre les personnages qui sont androgynes et ou avec un désir de transition avec les poupées et les marionnettes. Donc oui, ça peut paraître bizarre comme transition, mais ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Et commençons avec la fourmi chimère Nefelupito, qui possède une apparence androgyne et un sexe non identifié. Même si personnellement je pense que c'est une femelle parfois identifiée au masculin, parce que ça reste un insecte. Elle, sa relation avec les marionnettes et les poupées se fait directement au niveau de son naine, que ce soit au niveau de Dr. Blight, qui est une poupée inspirée de celle des années 70, tout simplement nommée Blight. Comme on peut le voir sur ces images, la ressemblance est flagrante. Elle a aussi sa capacité Teriscopa qui lui permet de s'utiliser elle-même comme une marionnette, et encore une autre capacité marionnettiste qui est celle qu'on a vue par exemple sur Kaito. En parlant de Kaito, lui était un homme qui a été réincarné en fille, mais lui sa relation avec les poupées et les marionnettes est moins flagrante que Pito. C'est tout simplement qu'on l'a vu dans une salle en jouant avec des poupées, et d'ailleurs comme par hasard il possède une queue de rat, et je rappelle que lorsqu'il faisait encore partie du groupe des Zodiacs, il personnifiait le rat. Ensuite, Kaluto est un garçon à l'apparence féminine, et comme par hasard il possède lui aussi une capacité liée aux poupées, nommée Surveillance Paper Dolls, qui veut littéralement dire poupée de papier de surveillance. Donc une fois de plus c'est bizarre, mais ce n'est pas terminé, car il y a aussi Biscuit qui a une apparence masculine dans sa vraie forme, et qui a créé son Hatsu pour cacher cela. Et on peut voir qu'elle ressemble beaucoup à une poupée dans sa fausse forme entre guillemets, surtout sur la couverture du tome 15. On peut continuer avec Aluka qui est souvent confondu entre une fille et un garçon, même si selon moi c'est une fille qui est parfois identifiée au masculin parce que Nanika est une entité asexuée, qui est donc la calamité Ai, et pour elle, elle a seulement été vue dans une salle avec énormément de poupées, rien de plus. Et pour finir, il y a aussi Ikalugo, qui est un poulpe qui avait un désir de transition en calamar, et pour lui sa capacité de naine se nomme Living Dead Dolls, ce qui veut dire poupée mort-vivante. Donc voilà, maintenant que j'ai établi ce lien, nous pouvons le corréler à Pariston, qui est un personnage très théorisé comme étant la même personne que Sheila, théorie que j'ai d'ailleurs abordée dans cette vidéo. Donc pour l'instant, selon ce qu'on sait, il n'a pas un grand lien avec les poupées,
À part que Shayla, elle, tout comme Biscuit, ressemble à une poupée, et que lorsqu'il parlait de son désir de faire du mal aux personnes qu'il aime, une poupée était imagée. Mais bref, c'est là que la théorie peut commencer, puisque ce qui pourrait encore plus se rapprocher des poupées et des marionnettes serait que Marion, qui a une apparence de poupée et qui a un nom directement inspiré de marionnette. Donc pour rappel, c'est une Hunter temporaire qui a été introduite dans l'équipe d'expédition de Beyond vers le continent caché. Et donc selon cette théorie, elle serait l'une des capacités de naine de Pariston. Laissez-moi vous expliquer. Donc en plus de tout ce que j'ai dit sur les poupées auparavant, selon la personnalité de Pariston, il est très probablement de la manipulation. Donc pour rappel, les manipulateurs sont des personnes logiques qui avancent à leur propre vitesse. Ils sont très argumentatifs, donc on peut le voir avec Pariston qui adore la politique. Et ils ont tendance à vouloir garder leur famille et leurs proches en sécurité. Sauf que je tiens à rebondir sur cette dernière phrase puisque en prenant l'exemple d'Illumi qui est un manipulateur, son amour envers sa famille et principalement Killua est un amour destructeur dans le but unique de le contrôler. Et donc si on revient sur le cas de Pariston, ça serait lui aussi un amour destructeur mais cette fois uniquement dans le but de détruire. Mais bref, analysons maintenant la scène d'introduction de Marion, qui se passe lorsque Jin rencontre l'équipe d'expédition vers le continent caché de Beyond Netero. Et comme on peut le voir sur cette page, Jin regarde Marion avant de regarder Pariston, puis de demander si c'était elle la leader de la team sans compter Beyond. Ce à quoi il n'a pas reçu de réponse de sa part avant que Pariston se mette à parler et qu'il assure que c'est lui le numéro 2. Jin conclut donc que la position de numéro 2 n'est pas due à la force, et Pariston lui dit qu'il le sous-estimait. Je trouve ce passage intéressant pour 3 raisons. Dans un premier temps, avant de regarder Marion, Jin regarde Pariston, ce qui prouve qu'il se doute peut-être de quelque chose. Ensuite, c'est le fait que Pariston dit à Jin qu'il le sous-estime. Ça serait quand même ironique si la réalité est que Marion serait la capacité de naine de Pariston. Et pour finir, la manière dont les pages sont construites. Laissez-moi vous expliquer. C'est un peu tiré par les cheveux, mais il faut savoir que la manipulation des marionnettes se fait verticalement ou horizontalement. Et donc en sachant ça, intéressons-nous à la manière dont les cases sont composées dans cet extrait. On peut voir une composition horizontale, composition qui est soldée par l'apparition de Pariston tout à gauche, un peu comme le marionnettiste. Ensuite, si on retourne dans le chapitre 334 de l'œuvre, Pariston est vu par Shiddle comme un robot parce qu'il ne s'intéresse pas du vrai et des faux, des pour et des contre. Elle rajoute d'ailleurs juste après qu'il manipule les règles et utilise les gens. Ce qui pourrait donc être un foreshadowing de son haine de manipulation de robots marionnettes. Mais bref, nous reparlerons de ce chapitre plus tard. Passons maintenant sur une carte de Grid Island qui pourrait aussi être un foreshadowing de son haine. Cette fois-ci, je parle de la carte numéro 711, ratée et commandée. Je rappelle encore une fois que le rat était le signe du zodiaque de Pariston, et cette carte est un rat manipulant des êtres pour se protéger. Et comme par hasard, ou pas, le dessin représenté sur la carte est une poupée. Et je vous rappelle encore une fois tout ce que j'ai dit auparavant par rapport aux poupées et aux personnes androgynes. Mais bref, d'autres théories assument aussi que Silent Majority serait aussi connecté à Pariston, toujours pour les mêmes raisons de manipulation de poupées et de robots, mais cette fois il y a moins d'arguments. L'un des seuls arguments de cette théorie est que dans une case du chapitre 334, Pariston parle et dans ces deux phrases on retrouve les mots Majority, Silent et 11, qui fait donc référence à 11 Silent Majority ou tout simplement la capacité de Silent Majority. De plus, Silent Majority est un groupe de gens revendiquant des opinions politiques aux États-Unis et on sait que Pariston est très lié à la politique occidentale. C'est pour cela que certaines personnes sont arrivées à la conclusion que Silent Majority était aussi une partie de la capacité de naine de Pariston, ce que personnellement je crois un peu moins puisqu'il n'y a pas tant d'arguments que ça, sauf que je n'écarte pas la possibilité non plus. Je ne comprends pas non plus de 1 pourquoi il ferait ça, et de 2 comment ça marcherait puisqu'il n'a pas l'air d'être à proximité de Silent Majority. Mais bref, si c'est vrai que Pariston a un haine de manipulation de robots marionnettes, il faudrait aussi savoir d'où ils viennent, parce que s'il devait utiliser en même temps la manipulation pour les utiliser et la matérialisation donc pour les créer, ça serait peut-être un peu difficile. Personnellement, quelque chose qui serait possible et que j'apprécierais de voir, et en plus cela considère le fait que Marion est une Hunter temporaire, ça serait donc intéressant que les Hunters qui ont disparu lors des 3 années durant lesquelles Pariston est devenu vice-président de l'association Hunter, donc si je me rappelle le ratio de personnes disparues est monté à 18 par an, alors qu'avant on était sur 0,6, cela pourrait donc être intéressant que ces Hunters aient été utilisés pour des expériences de manipulation de Pariston, ce qui se serait donc terminé sur la création de sa capacité de naine, où il contrôle les défunts Hunters disparus. Mais bref, voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à cette 3e théorie. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et d'ailleurs, avant de conclure, j'aimerais savoir ce que vous attendez pour la suite. Parce que moi par exemple, je pense que je vais encore faire un autre épisode de théorie. Et sinon je vais peut-être reprendre les vidéos à venir comme je l'avais fait avec Kurapika par le passé. Et j'ai quelques idées sur Gon. Donc dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Et en plus de ça j'ai encore un autre concept dans la tête mais je ne vous en parle pas pour l'instant.
Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter la théorie que vous avez préférée, à liker, et même à partager à des personnes qui pourraient être intéressées. Et pour finir, à vous abonner et activer la cloche. Salut à tous!